Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, 30 minutes pour le dire. Nous ouvrons la semaine aujourd'hui avec un invité qui passe nous voir assez régulièrement dans ces studios, l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot, bonsoir. Bonsoir David. Alors nous allons évoquer tous les sujets du moment, l'initiative française pour le Proche-Orient, l'échéance de septembre à l'ONU qui fait couler beaucoup d'encre ici en Israël. Vous nous direz ce que vous pensez de la réconciliation palestinienne, des dossiers franco-libyens, franco-syriens. Nous évoquerons aussi un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, c'est le dossier Shalit, Gilad Shalit. Auparavant, avant de commencer, j'aimerais d'abord que vous nous disiez l'action de l'ambassade de France après la tragédie qui a secoué la ville de Netanya, la capitale des francophones en Israël. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi, fuite de gaz au cœur de la ville, sur la place Hatzmaout. Il y a 4 victimes, parmi lesquelles 3 jeunes franco-israéliennes. Oui, c'est un drame, c'est la consternation, il y a beaucoup de tristesse. 3 adolescentes françaises qui avaient fait leur alia il y a assez peu d'années, que toutes les 3 ont été touchées par ce drame. Nous avons été en contact avec la mairie, avec les associations qui sont présentes sur place. Nous mettons en place toute une série de mesures, une cellule psychologique avec la VISO, avec le directeur du centre médical de Netanya. Nous travaillons avec la mairie pour regarder en termes de relogement, et puis nous allons aussi voir avec les élus des Français et de l'étranger pour regarder ce qu'on peut faire en termes d'aide matérielle. Mais la détresse est énorme. Vous imaginez le désespoir de ces familles, de ces 3 familles. Et voilà, donc nous pensons aujourd'hui très fortement à elles. Et aux familles également des blessés. Il y a une centaine de blessés, parmi lesquels beaucoup de franco-israéliens, là encore. C'est toute la communauté de Netanya qui a été touchée par ce drame. Monsieur l'ambassadeur, on va maintenant passer à l'initiative française pour le Proche-Orient. Alain Juppé est en poste depuis quelques mois, chef de la diplomatie française. On a entendu en Israël cette nouvelle initiative qui est d'inviter Israéliens, Palestiniens, surtout avant le mois de septembre, avant qu'il ne se passe quelque chose à l'ONU, pour tenter de débloquer, finalement jouer le rôle de facilitateur, comme l'on dit, entre les 2 parties. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité? Oui, plus que jamais, parce que je crois qu'avec les Américains, avec les Européens, nous avons une idée simple, qui est d'éviter le mois de septembre. Pourquoi? Parce que nous considérons que ce qui pourrait se passer en septembre sera mauvais pour tous. Pour les Européens qui risquent d'être divisés, pour les Américains qui risquent d'apparaître comme impuissants, mais aussi et surtout pour les peuples de la région qui seront les uns plus isolés, les autres plus frustrés. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire bouger les choses avant que les uns et les autres n'aillent trop loin. Donc nous voulons faire bouger les choses, nous voulons relancer les négociations, et c'est pour cela, naturellement, que la première démarche a été d'en parler avec nos amis israéliens comme avec nos amis palestiniens. C'était le sens de l'action d'Alain Juppé, et nous continuons à travailler en ce sens-là. Nous en parlons avec les Américains. Le ministre en a parlé avec son homologue allemand ce week-end, et nous en parlons encore aujourd'hui à Bruxelles pour continuer d'avancer dans cette direction, relancer la négociation, sortir du statu quo dont on sait qu'il est, pour les uns comme pour les autres, dangereux. Alors, on a bien entendu la réaction des uns et des autres, palestiniens et israéliens. À Ramallah, on a mis 1 semaine et demie à se décider à dire un petit oui, mais. Et puis, en Israël, à Jérusalem, est-ce qu'on continue à réfléchir, ou est-ce que vous avez déjà eu des réponses précises, claires, sur cette rencontre parisienne? Moi, j'en discute avec les uns et avec les autres tous les jours. Donc, j'ai eu des discussions avec, par exemple, le négociateur israélien, Yitzhak Molro, qui m'a fait part de son intérêt pour cette initiative. Il m'a dit qu'elle rejoignait assez largement la démarche américaine. Et c'est normal, parce qu'il faut voir qu'au tout début, il y a d'abord eu un entretien entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama, une longue conversation à Deauville, en marge du G8, pour essayer de réfléchir à comment relancer ce processus de paix. Alors je sais que cela suscite évidemment beaucoup de scepticisme. Après 20 années d'échecs, comment arriver à relancer cette machine? Mais en même temps, je crois aussi qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Nous allons travailler sur cette base-là. Je sais que c'est difficile. Il faut aller vite, hein. Et il faut aller vite. C'est demain et après-demain. Il faut aller vite. La tâche est très rude.
Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, les Israéliens préféreraient la France comme médiateur plutôt que les traditionnels alliés américains? Je crois qu'on ne sont pas du tout en compétition. Encore une fois, nous travaillons main dans la main avec les Américains sur ce sujet. Et si notre initiative permettait le succès du projet américain, nous en serions très heureux. Ce que nous voulons, c'est très simple, encore une fois, c'est la relance de la négociation. Si nous arrivons à ce résultat, quels que soient les moyens utilisés pour y parvenir, nous serons satisfaits. Et donc il n'y a pas une compétition franco-américaine. Je sais qu'on veut toujours, évidemment, essayer de créer cette impression-là, mais dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Oui, sauf que quand vous avez proposé à Benjamin Netanyahou cette conférence, enfin vous, Alain Juppé, la réponse du Premier ministre israélien était de dire « Bon, je vais consulter les Américains, je vous rends une réponse sous quinzaine ». C'est à peu près ça, hein. J'étais dans tous les entretiens et je n'ai jamais eu cette réponse. Je sais que naturellement, Israël se consulte avec son principal partenaire, c'est normal, ce sont les États-Unis, et personne ne prétend vouloir jouer le rôle des États-Unis dans la région, c'est un rôle primordial, et sans les États-Unis, sans l'intervention américaine, nous ne pourrons pas débloquer le processus de paix qui est aujourd'hui au point mort depuis maintenant plus de 2 ans. Avec donc, vous l'avez compris, cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la région, l'échéance du mois de septembre, les Palestiniens qui réclament un État, la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU. Alors on a entendu successivement la semaine passée l'Allemagne, l'Italie, le Canada ainsi que le président de l'Union européenne se démarquer de cette initiative palestinienne à l'ONU. Et la France? Nous avons dit clairement, c'était le président de la République qui s'exprimait, que nous prendrons nos responsabilités. Nous prendrons nos responsabilités au mois de septembre. D'ici le mois de septembre, beaucoup de choses peuvent se produire. Et notamment, encore une fois, et c'est notre priorité, c'est la relance de la négociation. Nous avons dit aussi très clairement que nous ne pensions pas que cette initiative, au mois de septembre, était une initiative utile. Nous avons même dit plus, nous avons dit même qu'elle était malheureuse, parce qu'elle était porteuse de division, elle était porteuse de frustration. Ce sera tout. Et alors, à partir de quel moment la France dira vraiment ce qu'elle fera au mois de septembre, puisque d'autres pays se positionnent aujourd'hui. La France souhaite laisser la porte entrouverte à toutes les parties pour l'instant, afin peut-être d'arriver à ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette rencontre en France. Moi, je veux être confiant, je veux être optimiste, et je pense qu'il y a de bonnes raisons de l'être, parce que je vois bien que tant du côté israélien, que du côté palestinien, que du côté européen, que du côté américain, il y a la volonté de sortir de cette impasse, de sortir par le haut. Et c'est le sens de notre proposition. Est-ce que la donne a changé depuis quelques jours, depuis en fait que le Fatah s'est rapproché du Hamas, qu'on a appelé la réconciliation palestinienne? Le Hamas considéré donc, y compris par l'Union européenne, comme une organisation terroriste. Est-ce que vous vous dites que dans ces conditions, aujourd'hui, faire renouer langue, reprendre langue entre les deux parties est encore un peu plus compliqué qu'auparavant? Nous, on n'a pas changé d'avis sur le Hamas. Ça, il faut être très clair. Nous avons toujours dit que nous ne parlerions avec le Hamas que s'il respectait un certain nombre de conditions, qu'on appelle les conditions du quartet. À vrai dire qu'on pourrait appeler ça les conditions françaises, puisque nous les avions suggérées il y a très longtemps, c'est-à-dire reconnaître Israël, renoncer à la violence et respecter tous les accords conclus par l'OLP. Nous n'avons pas changé d'un iota de nos positions vis-à-vis du Hamas. En revanche, ce que nous disons, c'est que l'accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah peut être une opportunité. Pourquoi ? Parce que ce peut être le premier signe d'un début de mouvement, d'évolution du Hamas vers le Fatah. Il faudra que ce mouvement soit jugé sur pièce, par des actes concrets. Et c'est ce que nous verrons dans les mois et les semaines à venir. C'est un peu le message qu'on entendait quand le Hezbollah est entré en politique au Liban. On jugera le Hezbollah sur pièce. Et puis il y a eu des milliers de roquettes ensuite qui sont tombées sur Israël. Vous n'avez pas la crainte que ce scénario se renouvelle avec le Hamas cette fois? Je ne sais pas, nous gardons les yeux ouverts. Je crois qu'il n'y a aucune naïveté de notre part. Nous verrons où nous conduira cette réconciliation, comment elle se traduira en actes. Il y a des questions importantes qui doivent être traitées. La formation d'un gouvernement, nous verrons à quoi ressemblera ce gouvernement. Des questions importantes sur le plan budgétaire, comment seront gérées les finances palestiniennes. Il y a des questions très importantes en termes de sécurité. Qui
donnera les instructions, les ordres en matière de sécurité. C'est sur la base de ces critères très concrets, très précis, que nous pourrons nous déterminer. Mais pour l'instant, nous voyons plutôt cette réconciliation comme un mouvement du Hamas vers le Fatah plutôt que le contraire. Oui. D'ailleurs, le Fatah était le premier surpris que le Hamas accepte, après 2 ans de refus, accepte de signer cet accord. C'est vrai. Alors, toujours à propos de cette réconciliation palestinienne, depuis une semaine maintenant, le Hamas et le Fatah sont en train de plancher sur l'élaboration d'un nouveau gouvernement d'union entre les deux factions. D'emblée, le Hamas a barré le nom de Salam Fayyad, l'actuel Premier ministre palestinien. Est-ce que c'est de mauvais augure pour vous ? Je crois que tout le monde sait que Salam Fayyad est pour nous un homme d'État, qu'il est le garant de tout ce qui a été fait avec Israël, parce qu'il y a eu une excellente coopération sécuritaire et économique avec Israël, mais aussi tout ce qui a été fait avec la communauté internationale. Donc c'est vrai que nous apprécions particulièrement le rôle joué par Salam Fayyad. En même temps, il ne nous revient pas, on n'est plus au temps des colonies, il ne revient pas de désigner le nom du Premier ministre palestinien. Mais vous souhaiteriez que ce soit un technocrate loin du Fatah, du Hamas, qui affirme son indépendance? Est-ce que c'est possible? C'est normalement ce qui a été convenu entre les deux parties, si on lit l'accord de réconciliation. Un gouvernement de technocrates. Bon, on aura la réponse dans quelques jours. Bientôt, je l'espère. C'est important qu'il y ait un gouvernement pour mettre en mesure les mesures nécessaires. Alors on va remonter plus au nord maintenant, on va parler de la Syrie. On sait que Bachar al-Assad doit prononcer un discours ce lundi. On a appris aussi que plusieurs points de passage entre la Syrie et la Turquie ont été fermés pour empêcher le transit de milliers de réfugiés. Comment la France envisage une sortie de crise, une issue? Alors, nous avons une action dans beaucoup de directions différentes. D'abord, l'action politique, parce que le problème est aussi politique. Nous avons, à Bruxelles, avec les Européens, défini des sanctions contre les dirigeants syriens, y compris, j'allais dire notamment, contre Bachar el-Assad. Car nous ne pouvions rester indifférents face à la répression, cette répression catastrophique qui est menée en Syrie. Nous avons aussi essayé, pour l'instant nous n'avons pas encore réussi, à obtenir au Conseil de sécurité, à New York, une résolution claire condamnant la répression menée en Syrie. Pour l'instant, nous heurtons à des difficultés. Effectivement, pour l'instant, la Russie et la Chine n'ont pas donné leur accord. C'est un problème sérieux que nous examinons à New York. Au-delà, nous essayons aussi de travailler, par exemple, avec le CICR pour obtenir un accès humanitaire, pour préserver la population civile. Qu'est-ce qui empêcherait la communauté internationale, à part la Russie et la Chine, donc, que vous venez d'invoquer, d'agir de la même manière en Libye et en Syrie? Et si cela ne se fait pas, pour quelles raisons, selon vous? Je crois que vous avez pointé du doigt le problème. C'est-à-dire qu'en Libye, nous avons pu agir parce que nous avions 2 résolutions adoptées à New York. Nous avions un consensus international, donc, y compris la Chine et la Russie. Et nous avions aussi, ce n'était pas rien, un consensus des pays de la région. Nous avions un consensus arabe, nous avions une décision de la Ligue arabe. En Syrie, nous n'avons ni l'un ni l'autre jusqu'à présent. Nous avons une position très ferme des Européens, nous avons une position très ferme des Américains, mais nous n'avons avec nous ni la légalité ni la légitimité régionale. Donc nous travaillons à obtenir l'un et l'autre, et pour l'instant nous n'en sommes pas encore là, et nous agissons dans ces directions, à Bruxelles, à New York, avec nos principaux partenaires arabes. Nous en avons discuté aussi en marge du G8, parce que c'est un problème extrêmement grave pour la sécurité régionale. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, de parcourir l'interview d'Ehud Barak dans le Figaro ces dernières heures. Ehud Barak est en visite donc à Paris. Pour le salon du Bourget. Et alors on lui a posé exactement la même question que je vais vous poser. Voilà. Que va devenir Bachar el-Assad? Est-ce que, comme Ehud Barak, vous estimez que Bachar el-Assad est un homme fini? Nous n'avons pas à nous prononcer, savoir s'il est fini, s'il n'est pas fini. Notre préoccupation principale n'est pas Bachar el-Assad, c'est la réforme du régime syrien. Cette réforme est indispensable. J'espère que Bachar el-Assad va l'annoncer aujourd'hui, puisqu'il est question d'un discours. Et ce qui est aussi indispensable, c'est que cesse cette répression. Cette répression ne mène nulle part.
elle est porteuse de très graves dangers pour la région. C'est-à-dire que si dans son discours, et les observateurs ne s'y attendent pas vraiment, Bachar al-Assad devait annoncer de réelles réformes, vous pensez que la communauté internationale serait prête à tourner la page, fermer les yeux sur ce qui s'est déroulé ces derniers mois et dire à Bachar al-Assad, bon, poursuivez ce chemin, votre chemin sur de nouvelles bases? Personne n'entend fermer les yeux. Encore une fois, nous avons été parmi les premiers à sonner l'alarme sur le drame qui se joue à Damas. Et si des réformes étaient annoncées, ce que je souhaite évidemment, il faudra ensuite tester sur le terrain la réalité de ces réformes. Après 3 mois de crise, de quasi-guerre civile, il est temps de regarder concrètement la situation en face et de voir s'il y a effectivement des résultats, des mesures qui sont prises pour, 1, arrêter la répression et 2, réformer ce régime pour répondre aux attentes démocratiques, répondre à la volonté qu'on sent naître dans toute cette région, ce fameux printemps arabe. Alors après plusieurs mois de vacances du pouvoir, on parle du Liban maintenant, à Beyrouth il y a un nouveau gouvernement dominé par le camp du 8 mars, le Hezbollah y occupe une place de choix. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que le Hezbollah a définitivement avalé le Liban? Pas du tout, c'est pas du tout notre sentiment, ni notre analyse. D'abord le fait qu'il y ait un gouvernement au Liban après plusieurs mois de vacances est en soi un élément positif. Maintenant, ce gouvernement, nous attendons qu'il respecte tout simplement la légalité internationale. Il y a des résolutions, la résolution 1701, suite à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Il y a bien sûr aussi les obligations du Liban envers le tribunal spécial Liban, qui doit juger les assassins de Rafik Hariri. Alors ce sera un test, ça Ce sera absolument, ce seront des tests très importants pour voir comment évolue le Liban. Mais nous ne faisons pas de procès d'intention par avance à ce gouvernement. Alors c'est un gouvernement composé donc des forces du Hezbollah. Il y a 19 ministres. Le Hezbollah contrôle 19 ministres sur 30. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a 19 ministres, effectivement, qui ont été choisis dans une coalition où le Hezbollah joue un rôle important. Mais si vous regardez la liste, vous verriez que parmi ces 19 ministres, vous trouvez beaucoup de ministres chrétiens, par exemple du général Aoun, ce qu'on appelle le grand patriotique du Hezbollah. Oui, ce sont des alliés. Mais ce sont des alliés aujourd'hui. Alors, vous avez raison, qui ne sont pas estampillés Hezbollah, mais qui sont des alliés de la milice chiite. Leurs options idéologiques, leurs options religieuses peuvent être singulièrement différentes de celles du Hezbollah. Alors voilà, ils sont 19 sur 30, et puis une série de groupes politiques avec des agendas politiques parfois distincts, les uns des autres, mais qui ont en commun, qui ont un tronc commun, c'est l'anti-impérialisme, comme ils l'appellent eux-mêmes, américano-sioniste. Et c'était d'ailleurs l'un des premiers communiqués de ce gouvernement libanais. Alors je sais que vous êtes ambassadeur, vous allez me le rappeler sans doute, à Tel Aviv et pas à Beyrouth. Mais est-ce que vous diriez que c'est peut-être mal parti? On jugera ce gouvernement en fonction de ses actes. Et encore une fois, ces actes, c'est deux éléments très importants. La résolution 1701, dont on sait qu'elle est un élément clé pour la sécurité d'Israël comme pour la stabilité du Sud-Liban. Et vous le savez, la France, depuis 1978, donc depuis que la FINUL existe, la France est présente dans cette force internationale. Et combien de soldats français sont morts pour cette tâche? Donc, première action, premier élément, est-ce que ce gouvernement respectera la légalité internationale? Est-ce qu'il respectera les engagements pris envers le tribunal spécial Liban? Voilà, et son enquête sur l'assassinat de Rafik Hariri, père de l'actuel leader de l'opposition et ancien Premier ministre. Donc, Saad Hariri, il est en France actuellement, Saad Hariri, selon vos informations? Je ne le sais pas. Bon, on vérifie. Mais il a des propriétés en France, donc peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Alors, un dossier que vous avez pris à bras-le-corps dès votre entrée en fonction, c'est celui de Gilad Shalit. Dans quelques jours, le 25 juin prochain, cela va faire 5 ans que Gilad Shalit est otage du Hamas, quelque part dans Gaza. 5 ans que ses parents sont sans nouvelles de leur deuxième enfant. Je vais vous lire le dernier communiqué que nous venons de recevoir, peu avant votre arrivée ici, communiqué du bureau politique du Hamas. Et c'est le numéro 2, Moussa Abou Marzouk, qui fait passer le message. Son mouvement attend une initiative égyptienne
très prochainement concernant un échange de prisonniers avec Israël contre donc Gilad Shalit, et Abou Marzouk précise que l'Égypte reprend son rôle réel. Il signe là donc l'échec du médiateur allemand qui céderait sa place pour laisser le Caire jouer un rôle central. C'est de bon augure? Ce que je peux dire. D'abord, soyons clairs, c'est une affaire dans laquelle il faut respecter la plus stricte confidentialité. C'est dans l'intérêt de Gilad, c'est dans l'intérêt de la famille. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites aujourd'hui, qu'un jour devront être dites après la libération de Gilad. Donc, respecter la confidentialité, un devoir, c'est une contrainte très simple, mais il faut se l'imposer. Il faut aussi avoir en tête donc le sort de Gilad. 5 ans, c'est inacceptable, c'est scandaleux, nous l'avons dit, nous le pensons très fort. Le président Sarkozy a reçu Noam et Aviva il y a quelques jours. C'était un signe d'empathie, de solidarité du président, mais aussi, je crois, de l'ensemble du peuple français vis-à-vis de cet otage retenu depuis 5 ans. Le ministre, M. Juppé, quand il est venu ici, a rencontré Noam et Aviva sous la tente, en face de la résidence du Premier ministre. Vous voulez peut-être faire une mise au point également, parce qu'il y a eu une sorte de polémique au cours de la visite d'Alain Juppé, ça ne vous a pas échappé évidemment. Il a bien rendu visite aux parents de Gilad Shalit, Alain Juppé, mais dans la foulée, il est allé aussi rendre visite aux parents de Salah Hamouri, un franco-palestinien qui a été reconnu coupable de tentative de meurtre contre le leader spirituel du parti Chasse, le rabbin Ovadia Yosef. Les Israéliens n'ont pas vraiment très bien compris ni apprécié le parallèle entre les deux visites. Mais pour nous, il n'y a aucun parallèle. Il n'y a aucun parallèle. Le seul point commun, c'est que l'un et l'autre sont français. Salah Hamouri et Gilad Shalit. Mais sinon, il n'y a aucun point commun. L'un est otage, l'autre est prisonnier. L'un est passé par une procédure judiciaire, l'autre a été kidnappé par des ravisseurs. L'un reçoit des visites régulières. L'autre, nous n'avons aucune nouvelle de lui depuis maintenant plus de 2 ans. Il n'y a aucun parallèle entre les deux situations, c'est extrêmement clair. Je reviens sur Gilad Shalit. Ce que je veux dire, c'est que nous appuyons totalement les efforts du médiateur allemand et des autorités égyptiennes. Les autorités égyptiennes ont toujours été impliquées depuis l'origine dans cette action, tout simplement parce que l'Égypte exerce une influence évidente à l'égard du Hamas et à l'égard de Gaza, et que cette influence peut être très utile. Et nous disons aussi qu'il faut travailler avec l'autorité palestinienne, avec Abou Mazen. Nous l'avons dit, et c'est d'autant plus vrai que maintenant, dans le cadre de cet accord de réconciliation, eh bien, ce sujet peut être évoqué aussi entre le Hamas et le Fatah. Alors, toujours à propos de Gaza, ce sera une de mes dernières questions. On a entendu hier dans les rues parisiennes 2000 personnes qui répondaient à l'appel d'une quinzaine d'organisations juives de France contre ce qu'ils appellent les flottilles de la honte. C'était le mot d'ordre de la manifestation hier. Des flottilles qui pourraient aussi très bien partir de Marseille. On sait que la flottille turque a été annulée, elle. Alors, les organisateurs de la flottille disent qu'ils veulent forcer le blocus maritime de la bande de Gaza. Vous qui représentez la France en Israël, vous leur dites quoi? Que c'est une bonne idée, cette affaire de flottille, ou une mauvaise idée? On a été très clair depuis maintenant plusieurs mois. Regardez sur le site internet du Quai d'Orsay, regardez les déclarations de M. Alain Juppé. Nous pensons que c'est une initiative qui est malheureuse, tout simplement. C'est une initiative qui ne peut qu'aviver les tensions dans la région. Il faut regarder le chemin qui a été parcouru depuis juin de l'année dernière. Des mesures d'allègement du blocus ont été prises, tant du côté israélien que du côté égyptien. Les biens peuvent désormais sortir de Gaza pour certaines catégories, et beaucoup de biens peuvent rentrer à Gaza. Donc il y a eu des décisions qui ont été prises et que nous avons saluées. Donc du point de vue de la réalité du blocus, la situation a changé. Il ne suffit que regarder l'évaluation des organisations humanitaires. Et du point de vue politique, encore une fois,
cette flottille ne peut que créer des tensions supplémentaires. Nous avons observé l'attitude du gouvernement